Alors, Zeuxis, c'est un peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont il ne nous reste rien, sinon le nom, et sinon quelques éléments de réflexion légendaire sur ce qu'il a produit comme œuvre au cours de sa vie. Donc on n'a pas d'œuvre de Zeuxis, on n'a pas de toile, d'ailleurs y avait-il des toiles, rien n'est moins sûr. Enfin, il n'y a pas de peinture de Zeuxis qui nous soit restée. Mais en revanche, Zeuxis est resté dans les mémoires, alors Pline l'Ancien en parle, et puis surtout, Hegel en parle. Et alors il en parle en des termes très sévères, parce que Zeuxis, pour Hegel, représente très précisément l'artiste qui n'est pas véritablement un artiste. Alors pour quelle raison Voilà, la légende nous dit, enfin je dis la légende parce qu'on ne peut pas vérifier, hein, mais la légende nous dit que Zeuxis aurait peint des raisins avec une telle perfection que des pigeons seraient venus picorer la toile. Donc Zeuxis, ce serait une espèce d'hyper-réaliste de l'Antiquité qui aurait produit une œuvre imitant à la perfection une réalité naturelle. Et ça, c'est resté dans les mémoires, puisque quand on parle de Zeuxis, on pense à ces raisins qui auraient été peints de telle perfection. Donc, je me répète, hein, que des pigeons seraient venus picorer la toile. Donc, il aurait trompé, tellement les raisins étaient bien imités, il aurait trompé ses ennemis. Alors, pour Hegel, ça représente très précisément ce que ne doit pas être un artiste. Alors, pour deux raisons. La première raison, je vais l'évoquer, mais très rapidement, parce que celle-là, me semble-t-il, délicate. Enfin, on peut la surmonter sans difficulté. Hegel fait remarquer que l'artiste le plus efficace dans l'imitation ne parviendra jamais à égaler son modèle. Alors, il a une formule comme ça, un peu provocatrice, où il dit l'art qui tente d'imiter à la perfection son objet ressemble à un ver qui, en rampant, tenterait d'imiter un éléphant. Vous voyez, ça donne une idée. Donc, ça veut dire que sur le plan technique, il y a déjà un échec, parce qu'il n'est pas possible d'imiter. Alors ça d'emblée, nous, qui venons bien après, nous sommes tentés de répondre à Hegel, c'est parce que tu ne connais pas les hologrammes. Parce qu'avec un hologramme très très bien fait, et avec une technologie 3D très efficace, on peut produire véritablement la perception de l'objet tel qu'elle est dans la réalité. D'ailleurs, regardez, le cinéma 3D, par exemple, la 3D, c'est pas la perspective. Hein. La 3D, c'est pas la perspective. La perspective nous fait voir ce qu'on ne voit pas tout à fait, alors que la 3D produit une illusion de réalité possédant une profondeur et un jaillissement. Alors, ce qu'il indique, regardez, pour voir un film 3D, il vous faut des lunettes. Bon, si vous fermez un œil, vous perdez la 3D. Pour voir la 3D, il faut les deux yeux. Si je ferme un œil, j'ai perdu la profondeur et le jaillissement. Par contre, vous regardez une toile d'un grand maître italien avec la perspective, vous fermez un œil, ça ne change rien. Donc la perspective, vous ne pouvez pas voir, ne tente pas d'imiter tout à fait ce que vous voyez avec vos yeux. Et on peut se demander si la perspective dans l'art italien ne nous fait pas voir l'invisible. Une structure intelligible du réel, une structure géométrique. Donc, lorsque Hegel parle d'un art qui imite la nature, on ne parle pas simplement d'un art figuratif, c'est pas ça. On parle d'un art qui tente d'imiter son objet, et plus précisément ici, d'imiter un objet pris dans la réalité naturelle. D'où Zeuxis, avec ses raisons. Bon, enfin, la dimension technique, là, on va la laisser de côté, puisque je le disais à l'instant, les progrès de la technique laissent entendre que ça va être assez... Enfin, on peut imiter à la perfection un objet naturel. On va y arriver. On va y arriver. Alors, il y a une deuxième critique de Hegel qui, elle, est plus intéressante, me semble-t-il, qui consiste à réfléchir sur la nature de l'œuvre d'art et sur la nature de la beauté artistique. Le point de départ de Hegel, en fait, est élémentaire. Une œuvre d'art n'est pas une production de la nature. Une œuvre d'art n'est pas une production de la nature. Par exemple, le soleil produit de la chaleur. Cette production est une production naturelle. Mais le soleil qui produit de la chaleur n'a pas besoin, pour produire la chaleur, d'une quelconque représentation de ce qu'il fait. Autrement dit, la production de la chaleur par le soleil relève de mécanismes naturels inconscients. C'est un mécanisme naturel, pas besoin de conscience. Bon. En revanche, une œuvre d'art suppose la représentation d'une fin visée. Donc, il n'y a pas d'art en dehors de l'esprit de ce point de vue-là, ce qui signifie qu'une œuvre d'art véritable est toujours et nécessairement une production de l'esprit. Bon. Prenons ce point de départ. Une œuvre d'art est une production de l'esprit. Ça signifie que lorsque je contemple une œuvre d'art, ce que je contemple, c'est une production de l'esprit. De sorte que lorsque l'esprit contemple une œuvre d'art, l'esprit contemple l'esprit. Enfin, l'esprit contemple l'esprit donné sous une forme sensible.
Mais cette forme sensible étant une production d'esprit, lorsque je contemple une œuvre d'art, c'est bien une manière pour l'esprit de contempler l'esprit. Et là, on obtient une définition de la beauté. La beauté artistique serait donc une vérité de l'esprit. La beauté serait une vérité de l'esprit, puisque la beauté artistique est une manière d'être de l'esprit qui se donne à contempler sous une forme sensible. La beauté toucherait à la vérité. Alors, si on raisonne comme ça, évidemment, le pauvre Zeuxis, il ne va pas s'en relever. Parce que, vous voyez bien que pour qu'un artiste produise une imitation de la nature, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'un modèle qui va emprunter à la nature, en l'occurrence ici les raisins. Et il a besoin d'un savoir-faire. Parce que moi, on me donne des raisins et puis un pinceau, je vais avoir du mal à produire une imitation réussie de l'objet. Donc il faut un savoir-faire. L'objet dans l'imitation de la nature relève de la nature, puisque c'est un objet naturel. Mais le savoir-faire, lui, le savoir-faire relève de l'esprit. Savoir-faire, pour savoir faire quelque chose, il faut une conscience, sans laquelle il n'y a pas de savoir. Enfin, il faut aussi un corps, sans lequel on ne peut rien faire. Donc le savoir-faire, c'est la révélation en l'homme du fait qu'il est à la fois conscient et corporel. Conscient, parce que s'il n'est pas conscient, il ne fait rien. Enfin, plutôt, s'il n'est pas conscient, il ne sait rien faire, puisqu'il ne sait rien. Et s'il n'a pas de corps, il sait peut-être des choses, mais il ne produira pas des effets sur le monde. Donc ça veut dire que l'artiste qui produit par le moyen d'un savoir-faire se révèle à lui-même et révèle aux autres qu'il est à la fois conscient et corporel. Bien, donc le savoir-faire relève de l'esprit, en dernière instance, c'est-à-dire de la culture. Donc regardez bien, plus l'artiste imite, moins l'esprit se manifeste. Enfin, plus l'artiste imite un objet naturel, moins l'esprit se manifeste. D'ailleurs, mieux l'imitation est faite, plus l'imitation est réussie, moins on perçoit le savoir-faire. Évidemment, parce que si en y regardant de très près, on voit les deux coups de pinceau et qu'on sent la présence de l'esprit, l'imitation ne sera pas réussie. Donc plus l'imitation est réussie, moins l'esprit se manifeste. Mais nous disions à l'instant qu'une œuvre d'art se définit précisément comme manifestation de l'esprit. Donc plus l'imitation de la nature est réussie, moins il s'agit d'une œuvre d'art. Donc Zeuxis est le pire des artistes. Voilà. Zeuxis, c'est vraiment, très précisément, ce que ne doit pas être un artiste véritable. Parce que l'art touche à la vérité, et parce que la vérité de l'art, c'est de donner l'esprit sous une forme sensible. L'art touche à la vérité. En fait, l'analyse de Hegel repose là-dessus. L'art touche à la vérité. Alors ça se discute. Moi, je vous propose de réfléchir à quelque chose. L'art touche à la vérité. D'abord, si l'art touche à la vérité, ça signifie que l'art n'est rien d'autre dans le fond qu'une étape du savoir. C'est une étape du savoir, puisque ce que cherche le savoir, c'est très précisément la vérité. Ce que cherche un scientifique, c'est la vérité. Ce que cherche le philosophe qui, lui, ne détient pas le savoir, mais qui le désire, il le désire, donc il désire la vérité. Donc ça signifie que dans l'hypothèse de la réalisation d'une science achevée de l'esprit, il n'y aurait plus besoin d'art. Puisque l'art n'a pour seule réalité substantielle que d'être la production de formes sensibles révélant l'esprit. Si je peux accéder à la connaissance de l'esprit, et si l'art est manifestation de l'esprit, ou plutôt si la beauté artistique n'est rien d'autre qu'une vérité, dans la mesure où elle nous donne à contempler une vérité de l'esprit, c'est-à-dire sa capacité à se donner à contempler sous une forme sensible, si j'accède à une science de l'esprit, j'ai plus besoin d'art. En fait, Hegel nous annonce la mort de l'art. C'est ça. Il nous annonce la mort de l'art. Et alors, d'ailleurs, sous une forme intellectuelle, comme je viens de le formuler, dans la science achevée, etc., mais sous une forme un peu enrichie aussi. L'art, c'est la vérité. Donc l'art, c'est le message. Et vous obtenez ce qu'on pourrait appeler une espèce de tarte à la crème esthétique. Qu'est-ce qu'un artiste? C'est quelqu'un qui produit des formes qui véhiculent un message. Par exemple, et alors là, Guernica de Picasso. Vous voyez, évidemment, parce que Guernica de Picasso, ça marche. Enfin, ça marche, il y a un message. Enfin, si j'écoute une symphonie de Beethoven, c'est déjà plus compliqué d'entendre le message. Vous voyez, si je ramène l'art à la vérité, je ramène l'art à une sorte de véhicule de message, et en disant cela, dans le fond, j'annonce la mort de l'art. Parce que si ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, c'est la valeur du message qu'il véhicule ou qu'il serait censé véhiculer,
il y a des chances qu'il ne reste pas grand-chose dans l'histoire de l'art, hein, parce que les artistes dans l'histoire ont dit souvent d'énormes bêtises tout de même. Donc, et si on réfléchit autrement? Et si la beauté d'une œuvre d'art n'était pas totalement étrangère à la beauté naturelle? Et si ce qui était en jeu, c'était pas la vérité? Si ce qui était en jeu dans la beauté artistique, c'était autre chose, c'est-à-dire la liberté? Alors le mieux, ici, me semble-t-il, c'est de vous soumettre un ou deux exemples. Réfléchissons à partir d'exemples. Alors, je ne vais pas les inventer, je vais en bricoler un ou deux quand même. Mais je vais prendre un ou deux exemples que j'emprunte à Kant, dans la critique de la faculté de juger. Je vais prendre un exemple. Kant l'évoque, mais rapidement, alors on va le déplier un peu. Prenons un cheval de labour, qui est un beau cheval de labour, n'est pas un beau cheval de course. Le même cheval, hein, qui est un beau cheval de labour, n'est pas un beau cheval de course. À l'inverse, un beau cheval de course, qui est beau en tant que cheval de course, n'est pas un beau cheval de labour. Donc, quand je dis de ce cheval-ci que c'est un beau cheval de labour, je dis en même temps que ça n'est pas un beau cheval de course, parce que mon jugement est déterminé par la finalité que j'attribue au corps que j'ai sous les yeux. Il a un corps adapté à la possibilité de tirer des charrues. Alors, s'il s'agit de courir, il n'est pas équipé. Bon, à l'inverse, le cheval de course, alors lui, il a un corps parfaitement adapté à la course. Mais pour tirer les charrues, il semblerait immédiatement un peu ridicule. Ce qui vaut pour le cheval, d'ailleurs, regardez bien, ça vaut très précisément pour le corps humain. Ça, le corps humain, c'est très compliqué. Parce que si je prends un sumo, alors là, l'exemple n'est pas dans la critique de la faculté de juger de Kant. Si je prends un sumo, le sumo, dans le cercle, il est magnifique. Le corps du sumo, absolument magnifique, dans le cercle. Parce que si dans le cercle, on met le coureur de 100 mètres, qui par ailleurs peut sembler bien plus esthétique, bien plus beau, je le mets dans le cercle, on verra qui a l'air ridicule. Et qui va susciter le rire? Qui est beau dans le cercle? Le sumo. Alors évidemment, le sumo, quand je le mets dans les starting blocks, bon. Et à l'inverse, celui qui est dans les starting blocks, si je le mets dans le cercle, est ridicule. Donc, ce corps est ou n'est pas beau. Ça dépend de la finalité que j'attribue à ce corps. Bien. Alors maintenant, je regarde un oiseau de paradis. Et je dis, cet oiseau est beau. Quelle finalité que j'attribue à la beauté de ses plumes? Alors évidemment, je pourrais regarder l'oiseau de paradis avec en tête quelques concepts darwiniens qui m'inviteraient à penser que ces plumes magnifiques sont le résultat d'une évolution, d'un mécanisme d'évolution, non pas lié d'ailleurs à l'adaptation de l'animal à son environnement, mais plutôt lié au fait qu'avec des plumes extraordinaires, il attire plus facilement le regard de ses congénères, ce qui lui permet de se reproduire. Vous voyez, sélection par la sexualité. Bon, indépendamment du fait que ce jugement est un peu genré, malgré tout, puisque ce sera le mâle ici qui va apparaître extraordinairement beau, indépendamment de ce fait-là, moi, quand je regarde un oiseau de paradis, je ne le regarde pas biologiquement. Je ne le regarde pas comme je regarderais le cheval de course. L'oiseau de paradis m'apparaît beau indépendamment de toute finalité attribuée à ce corps. Donc il est beau. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Alors le cheval de labour tout à l'heure était beau parce qu'il est beau parce qu'il est beau. Vous voyez la différence entre ces deux beautés? C'est que dans le premier cas, la beauté est adhérente, c'est-à-dire que le jugement que je porte est déterminé par une fin que j'attribue au corps, que j'ai sous les yeux. Dans le deuxième cas, mon jugement est libre. La beauté est libre dans le deuxième cas. La beauté est libre puisque quand je dis c'est beau, je le dis parce que c'est beau. Enfin, en tout cas, je ne peux pas le démontrer que c'est beau, je ne peux pas, mais je le sais. Alors, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et je sais que c'est beau objectivement. Et je ne sais pas comment je sais que c'est beau objectivement, mais je sais que c'est beau objectivement parce que je n'ai pas d'intérêt à la faire. C'est beau. Ce que je dis à l'instant de l'oiseau de paradis, c'est très précisément ce que je pourrais dire devant la toile d'un grand maître italien. Devant la toile d'un grand maître italien, lorsque je dis c'est beau, pourquoi? Parce que c'est beau. Il n'y a pas de finalité déterminée, attribuée à la forme que j'ai sous les yeux. La beauté de la toile d'un grand maître italien est une beauté libre. Ça n'est pas une beauté adhérente. C'est une beauté libre. Kant évoque d'ailleurs la musique. Précisément plutôt la musique sans texte. Parce que quand j'écoute, c'est pour ça que je parlais de la symphonie tout à l'heure, quand j'écoute une symphonie et que je dis que cette symphonie est belle, mon jugement n'est pas déterminé par un intérêt quelconque relativement à la présence de cette symphonie devant moi, et mon jugement n'est pas déterminé par une fonction ou une utilité quelconque que j'attribue à la forme que j'ai devant moi. C'est pas la musique décorative. C'est beau, pourquoi? Parce que c'est beau.
Ça explique d'ailleurs pourquoi l'amitié au passage d'ailleurs. Les sociologues aiment bien saucissonner, vous savez, c'est-à-dire on va regarder par bloc, alors il y a la musique classique, puis il y a le jazz, puis il y a le rock, bon, il y a la musique électronique, vous la mettez où? Alors ce sera un peu le rock, mais parfois un peu le classique, un peu... Et la variété, c'est un peu compliqué, mais regardez, comment expliquer le succès de chanteurs populaires anglo-saxons dans une culture française, alors même que l'on s'accorde pour dire que les jeunes Français ont beaucoup de mal à maîtriser les langues étrangères. La plupart des jeunes gens écoutent des musiques anglo-saxonnes sans se préoccuper un seul instant des textes. Peut-être d'ailleurs que leur jugement est d'autant plus libre qu'ils ne comprennent pas les textes. Il est bien possible que d'entendre une musique dont on ne comprend pas le sens, enfin, quand il y a des textes, nous ouvre la possibilité d'un jugement libre, c'est-à-dire d'un jugement qui peut prétendre à une objectivité. Simplement, si on raisonne comme ça, on s'aperçoit que les plumes de l'oiseau de paradis nous apparaissent belles, très précisément parce que ces plumes ressemblent à une œuvre d'art. Autrement dit, la nature est belle quand elle imite l'art. La nature est belle quand elle imite l'art. Et quand on vous dit, la nature est belle quand elle a l'apparence de l'art. Et ça, tout le monde l'a vécu. L'oiseau de paradis m'apparaît beau, je me dis, c'est beau, c'est incroyable. On dirait qu'un peintre est passé par là et qu'il a produit ces couleurs extraordinaires. Même un enfant, hein, montrer à un enfant un poisson exotique, vous voyez, dans un documentaire, il va regarder ça, il va regarder les écailles, la beauté, il va se dire, c'est pas possible, il y a un peintre qui est venu là, et qu'un peint ça avec ses couleurs flamboyantes, extraordinaires. Donc la nature est belle quand elle imite l'art, et l'art à son tour est beau quand il a l'apparence de la nature. Enfin, l'art est beau quand il semble naturel. D'ailleurs, les grands artistes, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est la capacité qu'ils ont de faire jaillir des formes qui semblent jaillir d'on ne sait où. Enfin, qui surgissent d'on ne sait où. Le génie ne laisse pas paraître je ne sais quelle difficulté dans la production des formes. Comme si c'était naturel. Vous voyez, comme si... Cette élégance, cette grâce qui fait que la forme surgit dans mon expérience venait spontanément. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, hein. Il y a des règles. Simplement, le génie, il crée les règles en créant l'œuvre. Il crée les règles en créant l'œuvre. Alors, c'est bon, quand on vient après, on va avoir des règles, quand on vient après. Mais il crée les règles en créant l'œuvre. Ce qui signifie que la beauté, si on la pense véritablement, cette beauté qui nous intéresse dans le champ artistique, c'est la beauté libre. Parce que ce qui nous intéresse, au fond, enfin, si on peut encore parler d'intérêt, ce qui touche à notre nature, c'est la liberté. L'art nous révèle à nous-mêmes que nous sommes des libertés. Et la nature, comme l'art, nous révèle à nous-mêmes que nous sommes des libertés. Savoir contempler une œuvre d'art, c'est d'abord savoir contempler la nature. Rousseau le sait bien. Hein, lorsqu'il écrit Les rêveries du promeneur solitaire, et lorsqu'il décrit ses expériences des sublimes contemplations sur les rives du lac de Bienne, il vous décrit des expériences esthétiques qui sont finalement de même nature que l'expérience qu'on peut avoir devant une magnifique œuvre d'art. Hein, simplement, Rousseau sait bien que l'art, ça passe par le cœur, ça passe par l'expérience, ça passe par la sensibilité, ça met en œuvre quelque chose qui est de l'ordre de notre nature. Ça n'est pas une exigence de vérité, on n'est pas dans une étape du savoir. On n'est pas dans quelque chose qui pourrait disparaître au profit de je ne sais quoi. Parce que l'expérience de la beauté libre, vous l'avez compris, c'est une expérience singulière, c'est une expérience irremplaçable. Irremplaçable. Rien ne pourra jamais remplacer l'expérience de la beauté comme beauté libre. Rien. Rien ne pourra remplacer la beauté de la nature. Et personne n'a jamais dit que le cosmos était égal. Donc rien ne remplacera jamais l'objectivité de cette beauté. Et rien ne remplacera jamais la beauté que nous donnent à contempler les artistes qui produisent des œuvres comme si elles étaient naturelles. Apprendre à contempler la nature qui a l'apparence de l'art, apprendre à contempler les œuvres d'art comme si elles étaient des productions naturelles, c'est apprendre à s'éprouver soi-même comme une liberté. Donc, Zeuxis était peut-être un très grand peintre. C'est possible. Peut-être que Zeuxis était un grand maître. Et que si on se souvient de Zeuxis, c'est pas simplement parce qu'il a maîtrisé une quelconque technique ou parce que par une prouesse technique il a épaté ses contemporains. Il est possible, mais ça c'est invérifiable, que Zeuxis ait été comme ces grands peintres italiens de la Renaissance qui ne cherchaient pas à imiter l'apparence de la nature. J'évoquais tout à l'heure la perspective. La perspective italienne ne vous fait pas tout à fait voir ce que vous voyez.
C'est pas la 3D, c'est autre chose. Donc le grand maître italien auquel je pense là, les grands maîtres italiens auxquels je pense là, n'imitent pas l'apparence de la nature. D'ailleurs, ils n'imitent pas véritablement la nature, mais certains se sont évertués à imiter la belle nature. Et ceux qui ont produit ces œuvres, qui imitent de belle nature, comme Zeuxis, ceux-là étaient de véritables artistes. Autrement dit, l'artiste qui s'évertue à imiter la beauté naturelle inscrit résolument son art dans un domaine qui est très précisément le domaine artistique. Et je vous remercie de votre attention.